מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש, מתנות קטנות. « 8h47, c'est l'heure comme chaque vendredi de parler de la Parashat Hashavua. Et ce matin, nous allons le faire avec notre invité qui est en ligne avec nous. C'est J du Rav Saadia Morali. Bonjour Rav Saadia Morali. Oui, bonjour. Boker Tov. Alors, vous habitez à Ra'anana et on va rappeler que vous étiez entre autres rabbin à Lausanne pendant de longues années. Voilà, aujourd'hui vous êtes à Ra'anana. Et alors ça tombe bien qu'on parle avec vous de Parashat Hashavua, Parashat Va'era que nous allons donc aborder dans quelques instants, puisque vous avez écrit un livre justement sur la Parashat Hashavua, sur des commentaires de la Parashat Hashavua, lecture plurielle. Oui. Alors, vous pouvez, c'est vrai, c'est un livre qui va sortir d'ici la fin du mois, si tu veux, aux éditions Lishma. Et pourquoi lecture plurielle? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les commentaires que nous avions en français étaient forcément des commentaires qui avaient été déjà repris et compris par l'ensemble. Voilà que en Israël apparaît je dirais pas une littérature nouvelle, mais l'enseignement de la Chassidut, l'enseignement du Tlal Chaim, qui reprend la mystique, mais qui reprend aussi l'enseignement de la Chassidut. Des livres comme ça n'ont pas été traduits en français. Donc c'est une nouvelle vision un peu sur la Parashat Hashavua. Exactement. Si l'on peut s'exprimer ainsi, parce que il y a Shivim Panim la Torah, donc c'est pas réellement un chidouche, mais c'est un chidouche par rapport à la langue française, de donner la possibilité aux francophones en fait de comprendre un autre message de la Torah, de la paracha de la semaine. Alors justement, on va parler de la parachat de la semaine, parachat Va'era, avec donc on va la resituer un peu. On se trouve juste après donc parachat Shemot, le début du livre de Shemot où les Bnei Israël sont en Égypte. L'esclavage commence. Moshe reçoit donc ce message divin d'aller libérer ses frères. Et donc on avait laissé la semaine dernière Moshe donc en route vers l'Égypte, à la rencontre de ses frères. Et donc, on arrive maintenant à cette paracha. Et quel est le message de cette paracha de cette semaine? Oui. Alors, si on doit voir globalement notre histoire par rapport à cette paracha, on est rentré dans 210 ans, nous sommes en Égypte, descendus en Égypte, et la majorité de ce temps était en fait un temps calme, un temps prolixe pour le peuple d'Israël. Mais voilà que la seconde partie, qui sont les 86 dernières années, correspond à un temps d'esclavage. Et c'est peut-être là l'élément le plus important, la leçon la plus importante. Dans cette dimension de l'esclavage, on aura trois éléments importants qui vont ressortir cette semaine, qui sont le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu, le dévoilement d'Hachem qui n'existait pas jusqu'à présent sous cette forme-là. La seconde chose, c'est il faut réellement se poser la question entre la différence entre Sefer Bereshit et Sefer Shemot. Et puis, ce qui est sous-jacent à toute cette histoire, déjà on est rentré dedans, c'est le personnage de Moshe Rabbeinu, qui est exceptionnel, qui est emblématique par rapport à la Géoula d'Égypte. Alors, par rapport au Gilouï d'Hachem, le dévoilement d'Hachem, on est surpris déjà par le premier passage. Je vous le relis simplement. Va'era el Avram el Yitzhak vel Yaakov be'el Shaddai u'shmi Adonai lo nadati lahem. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où Hachem s'exprime par rapport à Moshe et lui dit, voilà, je vais te dévoiler une chose que je n'avais pas dévoilée jusqu'à présent, ni à Abraham, au patriarche, en deux mots, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov. Et pour moi, c'est déjà un premier paradoxe qui se trouve se soulever dans la mesure où, comment imaginer que les Havot, qui pour nous sont le top, le maximum, sont maintenant dépassés par Moshe Rabbeinu qui arrive, le plus grand des prophètes, mais quand même, qui arrive maintenant et qui aurait un dévoilement d'Hachem qui n'a pas été connu jusqu'à maintenant. La réponse que j'ai trouvée dans le Tlal Chaim est la suivante. C'est au nom du Maharal de Prague. Il précise la chose suivante. Il dit, ce qu'il y a maintenant de nouveau, c'est la notion du peuple. Après le don de la Torah, c'est une entité supérieure à celle des patriarches. Et tout ce que l'on apprend maintenant, c'est par le mérite d'un peuple
par rapport à des individualités. Donc Quand bien même ces individualités sont des gens très importants, Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais c'est pas la même chose que le développement d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis d'un peuple. Donc ce que dit le Maharal, si je comprends bien, c'est que le mérite de Moshe détient plus en fait et est plus en rapport avec le fait qu'il y a le peuple derrière que par sa propre personnalité. Alors, c'est un peu trop, aller un peu trop loin. C'est un peu exagéré dans la mesure où on sait que Moshe Rabbeinu, Isha Elohim, était le prophète des prophètes. Mais cela dit, c'est par le mérite du peuple. Et donc, c'est une dimension fondamentale. Et le Maharal insiste énormément sur la dimension du peuple. La dimension du peuple, c'est par rapport à la Géoula. La dimension du peuple, c'est par rapport au don de la Torah. La dimension du peuple revient. Sans cela, on est des gentils, des sympathiques croyants en Hachem, mais sans la dimension du peuple. Et ça, c'est fondamental, c'est le premier élément que l'on retrouve dans notre paracha. Le deuxième élément que je voulais mettre en exergue, c'était encore une autre chose, c'était la différence entre Sefer Bereshit et Sefer Shemot. Bon alors, si je vous pose la question, je suis sûr que vous allez me répondre, Sefer Bereshit, c'est le Sefer des Avot, des patriarches, par rapport au Sefer des Banim, des enfants, dans le Sefer Shemot. Mais une autre dimension apparaît, c'est la notion des Midot et Mitzvot. Est-ce que dans le Sefer Bereshit, on a parlé de Mitzvot? Très peu. La dimension n'existait pas. C'est par contre la mitzvah, la mitzvah, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, les midot qui apparaissent. Les midot, c'est-à-dire les qualités humaines. L'homme doit se parfaire pour imaginer s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, c'est faire Bereshit. Maintenant, deuxième dimension, l'homme doit se parfaire pas simplement au niveau des midot, mais aussi dans l'accomplissement des mitzvot, c'est faire Shemot. Et donc, on a là bien deux oppositions. Est-ce que c'est deux oppositions? Non, c'est un complément, un par rapport à l'autre, qui transforme notre qualité dans notre relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. C'est en tout cas deux approches très importantes et très intéressantes de cette paracha sur donc la dimension du peuple qui est très importante et qu'on va retrouver tout au long du livre de Shemot. Tout à fait. Alors, on a compris. En fait, le Sefer Shemot, si on doit s'exprimer ainsi, se résume sur les 40 ans. Sur la fin de la période de l'exil, donc les 80 ans, et puis tout de suite après le passage qui sera dans le désert pendant 40 ans. Mais ça, c'est déjà une autre histoire, d'accord. Ce que peut-être j'aimerais, c'est remettre l'accent, c'est sur le personnage. Maintenant, le troisième, comme je vous avais dit tout à l'heure, le personnage principal. Alors, il y a une chose qui, moi, m'a étonné, c'est le nom de Moshe. Moshe Rabbeinu, bon, on sait qu'il a été sauvé des eaux, mais c'est qui a donné ce nom-là? Et la fille de Paro, non? Yes. Alors la fille de Paro donne un nom, quelqu'un d'étranger donne un nom, et ce nom-là reste inscrit dans les mémoires de tout le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu. On aurait dû retenir d'autres noms qui ont été proposés dans la Maseret Sota, où on parle de Kitov ou Or, pour parler de Moshe Rabbeinu. Et là, on retient le nom retient le nom donné par la fille de Paro. Alors, première réponse que j'ai trouvée, en fait, c'est de dire que la fille de Paro, Batia Bitia, en fait, s'est convertie. Et après sa conversion, elle a donné ce nom-là. Donc, c'est de l'intérieur de notre peuple qu'on a ce nom. Deuxième explication, c'est Moshe Rabbeinu avait la particularité de parler panim el panim, c'est-à-dire face à face avec Akadosh Baruch Hu. Et si vous regardez le mot Moshe, vous le mettez en face d'une glace, l'inverse donne Hachem. Très bien. Alors, c'est-à-dire qu'on comprend maintenant pourquoi ce nom qui soi-disant est un nom égyptien, en fait un nom le reflet du nom de Dieu. Exactement. Et donc, on comprend sa mission. Ce n'est pas anodin. C'était pour répondre à votre question de tout à l'heure. Est-ce que Moshe, par lui-même, n'a pas de mérite? Évidemment, il a énormément de mérite. Vous comprenez maintenant pourquoi. Et ceci peut donner la possibilité... Mais ce mérite est associé tout de même à la dimension du peuple, dimension qu'il n'y avait pas avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette paracha, Rav Morali. Et nous rappelons le titre de votre livre, Lecture plurielle, qui sera édité d'ici quelques jours, quelques semaines aux éditions Lishma. Merci à vous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà. Merci Rav Morali.